Corée était laissé sans voix, sans même comprendre ou savoir à quoi il avait affaire. Il était laissé sans voix. Il était délaissé, seul. Lydia l'avait aidé à comprendre ce qu'était cette chose, qui elle avait été et ce qu'elle voulait. Mais seulement, elle lui avait aidé à comprendre ce qu'elle voulait. Mais ce qu'elle voulait, c'était Corée qui devait le découvrir. Maintenant, c'était à lui de savoir ce qu'elle voulait réellement, ce qu'elle veut savoir, ce qu'elle voudrait devenir, où elle voudrait aller, qui elle voudrait être, ce qu'elle est. Il était maintenant au tour de Corée de comprendre ce qu'elle voulait réellement, lorsqu'il se mit à entendre des voix, telles que cette femme qui pouvait être en train de lui parler, qui lui parlait, qui lui disait des choses. Il entendait des voix. Lorsqu'un soir, il se coupa la jambe au niveau du tibia, il put sentir un pincement, et c'est en regardant sa jambe qu'il vit que tout au fond de son lit, dans le fond, bien avant d'aller dormir, dans le fond de son lit, il y avait un couteau. Il y avait un couteau sur lequel il s'était coupé en élançant ses jambes tout au fond de son lit. Il s'était coupé sur ce couteau. Il regardait simplement si ce n'était pas une vision, ou alors un assemblage de choses, de souvenirs, tout simplement créés par ce qu'il avait pu voir et entendre, comprendre et ressentir. Ce qu'il avait pu voir, comprendre et ressentir, était-ce un assemblage de toutes ces choses? Il s'en était approché de peu. Il s'en approcha un peu plus tous les jours, laissant ce couteau là, à la vue de tous, sur son lit. Dorénavant, il ne dormait plus dans son lit, mais sur le canapé. Dorénavant, il ne dormait plus sur son lit. Dans le canapé, il pensait que c'était plus sûr, que là, la banshee n'allait plus lui souffler à l'oreille des choses et des murmures. Pendant toute une nuit, il n'avait plus rien entendu, jusqu'à ce qu'une nuit, lorsqu'il était en train de dormir dans le fauteuil, il put entendre une respiration. Cette respiration était si calme, si pure, si simple, qu'on pouvait carrément et presque la comparer, ou même voir se tromper et y croire qu'à l'intérieur de l'endroit dans lequel on dormait et on séjournait, on pouvait y croire qu'il y avait une brise de vent, tout bonnement, qui nous passait juste au-dessus. On pouvait croire qu'il y avait une brise de vent qui nous passait tout au-dessus, tout le long du corps, qui rejoignait nos jambes et qui remontait jusqu'à nos côtes. On pouvait croire une brise de vent, cette respiration si pure, mais à la fois si menaçante, si froide et si glaciale. Le soir même où il retourna dans son lit, après avoir déposé le couteau dans la cuisine, après l'avoir lavé, après l'avoir ramassé, il était couvert de sang, il l'avait donc lavé, il l'avait mis sur le côté, quelque part, où il n'y ferait pas attention, où il n'y prêtera pas attention. Lorsqu'il avait rangé ce couteau, qu'il en avait enlevé le sang et les matières qu'il y avait dessus, qu'il l'avait rangé, il avait nettoyé tous les souvenirs de cet être surnaturel, de cet être sournois, intrépide et intraitable. Intrépide, intraitable, sournois et malicieux, cet être qu'il y avait dans sa chambre, ne laissèrent plus aucune trace pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il lavèrent le couteau, qu'il le mit sur le côté, dans un endroit dans lequel il ne le remarquerait pas,
cet endroit dans lequel il ne le remarquerait pas. Il le laissa sur le côté. Il n'y prêta tout bonnement pas attention, mais c'est ensuite qu'un soir, s'acharnant sur lui, la femme au visage noir, la femme sous la pluie comme il l'avait appelée, s'acharnant sur lui, lui lança un couteau à la tête. Lui lançant un couteau à la tête, il vit ce couteau apparaître, traverser la pièce et se forger une entaille dans le mur pour pouvoir s'y presser et s'y empresser à l'intérieur. S'y empressant de forger une entaille à l'intérieur du mur, laissant son empreinte et laissant le couteau pointe à l'intérieur du mur, embroché à l'intérieur du mur. Embroché à l'intérieur du mur, pointe vers le bas. On pouvait voir que le couteau était enfoncé dans le béton, enfoncé dans la tôle, enfoncé dans le béton, enfoncé dans les poutres, enfoncé dans le mur. Cette femme s'était tout bonnement acharnée sur lui, lui jetant un couteau à la figure, ce couteau qui s'était enfoncé, laissant une trace, une marque, une fissure sur le mur, la lame dans le mur, dans le béton, dans la tôle et sous les poutres. On pouvait y voir qu'il y avait la trace du couteau, tout bonnement lorsque le couteau avait été jeté juste à côté de Corée, juste à côté de lui. La lame disparut, le manche tombèrent par terre. Ils ramassèrent le manche du couteau, la lame qui avait disparu, qui tenait tout bonnement le couteau dans le mur. La lame qui avait disparu, il prit le manche par terre. Le manche fit réapparaître alors une seconde lame. Il s'était dit que sûrement c'était un manche qui faisait apparaître une lame seulement quand il était en contact avec de la peau humaine, de la chair. Lorsque ce manche de couteau, un manche simple, duquel la lame avait été enlevée ou arrachée, tout bonnement défaite de son manche, ce couteau avait été rendu céleste par une force surnaturelle. Ce manche ne faisait qu'apparaître une lame différente selon la manière dont tu l'imagines. Ce manche fait apparaître une lame selon la manière dont tu l'imagines. Grande, petite, lame de rasoir, crantée, grande, petite, infime, ou encore provocante, marquante, coupante. Peu importe la sorte dont tu l'imagines, elle te faisait apparaître une lame. Tu imaginais un couteau, une lame de couteau, une lame céleste, une dague sur laquelle il y avait un sabre, une dague qui détenait un sabre. Le manche que tu tenais en main avait un rapport tout de suite, avait un raccord avec la chair fraîche de ton corps. Lorsque ce manche, cette dague céleste, ce manche avait un rapport avec la chair de ton corps, lorsque cette dague céleste avait un raccord direct avec la chair fraîche de ton corps, avec la chair de ton corps, la chair et le sang, la peau et la chaleur de ton corps, les veines qu'il pouvait ressentir. Le manche avait comme une conscience, il pouvait ressentir le sang chaud couler à travers les veines, le mouvement des veines traversant tes bras, tes muscles se contracter, la chaleur de ton sang, chaque battement de cœur, chaque pulsation, chaque respiration à travers tes poumons, l'air filtré. Lorsque le manche ressentait tout ça, l'air filtré, les pulsations de ton cœur, les battements, la respiration, l'air qui était filtré à travers les alvéoles de tes poumons. Ensuite, le contact charnel avec la chair, avec les os, avec la peau, avec la chair, avec les os, avec la peau. Ensuite, le contact charnel faisait apparaître la lame que tu imaginais. Il faisait apparaître la lame que tu imaginais. En tête, il n'avait qu'une seule image, un couteau, assez grand pour pouvoir se blesser rien qu'en le prenant. Assez grand pour pouvoir se blesser rien qu'en le prenant. Il eut l'image de ce couteau. Il prit ensuite le manche par terre qui fit apparaître l'image même de ce couteau. La lame apparut, et il s'en prit alors à cette femme,
qui lui répondit alors tout simplement en levant le bras vers lui, en tendant la main et en écartant les doigts. En tendant la main, en écartant les doigts, le bras bien tendu, il lui dit alors « Stop, arrête-toi !» Corée se mit alors face à la femme qui lui disait « Écoute, tu ressens ce que je ressens, tu vois ce que je vois, tu as le don de pouvoir m'envoyer là où je le désire, tu as le don de pouvoir m'envoyer là où je le désire, trouve le moyen. » Corée, qui venait tout juste d'entendre ça, prit alors la lame qu'il avait fait apparaître avec le manche, en contact charnel avec lui-même. Il l'enfonça alors dans la silhouette qu'il avait vue apparaître, qui venait de lui dire stop, d'arrêter d'imaginer comment pouvoir se débarrasser d'elle, car il était impossible de se débarrasser d'elle. Était-ce réellement vrai qu'il était impossible de se débarrasser d'une banshee morte, décédée depuis longtemps, qui était sûrement déjà enterrée sous terre dans un cercueil, avec une pierre tombale en son hommage, sculptée par l'un des plus grands sculpteurs? Une pierre tombale en son hommage avait été sculptée, avait été faite, dans laquelle elle avait été enterrée sous terre. Elle était sûrement déjà en train de pourrir. On pouvait sûrement la voir déjà en train de pourrir, en pleine putréfaction. L'odeur devait être infâme dans le cercueil. Le cercueil devait être recouvert de soie blanche, qui était couvert de pourriture, d'un amas de pourriture noire sur les côtés. Le corps devait être en pleine putréfaction, rongé par les vers jusqu'à la moelle épinière. On pouvait y voir le corps se décomposer. À travers ses yeux, Corée tenait le couteau, mais ses mains tremblaient. Ses mains tremblaient, on pouvait y voir qu'il tenait le couteau, le contact charnel qui avait fait apparaître la lame qu'il avait imaginée. Ses mains tremblaient, il avait tellement peur, car à l'intérieur des yeux de cette femme, il pouvait voir tout ce qu'il venait de décrypter. À l'intérieur des yeux de cette femme, il pouvait voir tout ce qu'il venait de décrypter. La putréfaction, la haine, la colère, la rage, la vengeance. Il pouvait y voir tout ça, il pouvait le ressentir à travers lui. Il pouvait sentir ce poison le long de sa colonne vertébrale, le chaud et le froid se mélanger en même temps contre ses poumons et contre son cœur. Le long de ses côtes, il pouvait sentir à chaque étage, le long de ses côtes, de la première jusqu'à la dernière, à chaque étage, le long de ses côtes, du haut jusqu'au bas, il pouvait sentir le chaud et le froid se mélanger. Les hommes ont littéralement 13 côtes, voire plus. Les hommes ont littéralement 13 côtes de chaque côté. À chaque étage qui se succédait le long de ces côtes, il pouvait sentir que le froid et le chaud se mélangeaient. Il pouvait sentir que le froid et le chaud se mélangeaient. Il tenait le couteau fermement, on ne savait plus le lâcher, mais on pouvait y voir la lame qui tremblait, sur lequel une goutte de sang est apparue au point le plus infime du bout du couteau, au point le plus infime du bout du couteau, au point le plus coupant, le plus pointu de la lame, est apparue une goutte de sang qui a jonché le long de la lame, qui est apparue jusqu'au manche de la lame, qui est apparue jusqu'au manche de la lame, qui a coulé le long de sa main. Cette goutte ne s'arrêtait pas de couler le long de son bras. Jusqu'à son bras, ils levèrent le bras vers le haut, et cette goutte tombèrent encore le long de son épaule, traversant son corps, son torse, son buste, ses pectoraux, jusqu'à son ventre, ensuite le long de ses côtes. Il vit partout qu'il y avait plein de gouttes le long de ses bras, plein de gouttes de sang le long de ses bras, qui étaient en train tout bonnement de tomber vers le bas. Ils regardèrent ses bras, et ces gouttes ne cessèrent de traverser son corps, arrivant jusqu'à ses épaules, traversant les clavicules, traversant son cou, tombant par le milieu, traversant ses omoplates, traversant ses bras, son corps, ses épaules, les clavicules, arrivant jusqu'au cou et tombant par le milieu, entre ses pectoraux, le long de son ventre, traversant le côté des épaules pour arriver enfin jusqu'au bout
des épaules pour arriver enfin tout bonnement à traverser les côtes, à arriver par terre le long de sa jambe. Il vit les gouttes enfin atterrir par terre sur son lit. Il vit alors que sur son lit, en face de lui, il ferma les yeux, il les réouvrit, et cette femme était assise juste sur le côté, à côté de lui. Ayant déposé le couteau, gentiment la femme tournèrent la tête, soulevèrent les cheveux qui cachèrent son visage, regarda Corée. Elle lui tendit le couteau, mais il ne put entendre aucun geste. Le geste de son bras, il ne put l'entendre. Le geste du fait qu'elle s'était assise sur son lit, il ne put l'entendre. Mais il entendit la lame du couteau lacérer son lit. Il a entendu le bruit de la lame lacérer son lit, comme si la lame venait d'être aiguisée avec un autre couteau. Il entendit la lame lacérer le long de son lit, comme si elle avait été déposée et glissée le long d'un comptoir en fer, en métal, en marbre ou en une autre matière. Il entendit ce bruit lacérer son lit, et le couteau lui est apparu juste devant lui, sur la couverture. La femme lui dit alors de se retourner. Elle disparut du côté où elle s'était assise, et de l'autre côté, il vit apparaître la même femme, tout bonnement allongée, le cœur brisé, pleurant des larmes de sang, un couteau sur le torse, tout bonnement le cœur brisé, pleurant toutes les larmes de son corps. Elle était allongée par terre. Corée la regardait pendant un instant. Il la regardait pendant un instant brief. Mais elles tournèrent la tête, tournèrent les yeux, elles soulevèrent ses cheveux pour pouvoir observer Corée. Elles tournèrent la tête, elles regardaient Corée, fixement. En tournant la tête, elles regardaient Corée. Ensuite, elle disparut. Tout bonnement, elle s'en était allée. Faisant de son lit un cercueil, elle s'en était allée. Elle avait disparu sous la forme de fumée, une fumée verte, brune, noire, asphyxiant l'entièreté de sa chambre. Il avait compris que lorsqu'elle était partie en fumée noire, grise, voire parfois verte comme à l'extérieur, qui estompèrent les lumières de la lune pendant la chasse sauvage avec les autres à l'extérieur, Corée venait de comprendre qu'il avait réussi à faire disparaître la toute dernière Banshee. Il en avait convaincu, il l'avait compris. Il en avait convaincu Lydia que c'était possible. Lydia l'avait alors aidé à le faire disparaître. Elle avait disparu. À deux, ils avaient réussi à la comprendre, savoir ce qu'elle voulait. Elle voulait tout bonnement rentrer. Lorsque la fumée est partie et s'est estompée dans sa chambre, la femme a disparu. Le couteau est resté sur son lit et tombé de la hauteur de son corps jusque par terre. Il a pris le couteau et en regardant dans la lame, il a vu apparaître le visage de la femme. Et sur le côté, à l'endroit où elle s'était assise, bien avant qu'elle soit allongée à côté de lui, il entendit « Merci, je te remercie, Corée, merci ». Il entendit 3 fois merci. Concrètement, cette femme avait dû avoir beaucoup de problèmes dans sa vie pour pouvoir le remercier de 3 fois. Pour pouvoir le remercier de 3 fois, cette femme avait dû avoir beaucoup de problèmes dans sa vie. Il n'entendit plus de respiration, plus de mots, plus de voix, plus de sons, plus de murmures. La femme sous la pluie avait disparu. Les esprits, les ombres avaient tous disparu. En vain, il comprit que cette femme voulait juste lui faire passer un message. Quand elle regardait à travers la vitre, elle regardait son autre monde, qui sans elle était en train de se disloquer. Sans elle, à travers la fenêtre de la chambre de Corée, lorsqu'elles plaquèrent les mains contre la vitre, son monde se disloquèrent sous ses yeux. Elle lui avait passé un message pour pouvoir l'envoyer de l'autre côté, lui convaincre qu'elle devait de nouveau régner sur son monde. Elle avait disparu. Corée avait retrouvé sa chambre.